20 mars 2013, vers 23 h, au-dessus de l'aéroport de Punta Cana. À bord d'un hélicoptère, une unité d'élite antidrogue a repéré sa cible. Un jet privé. Les policiers eux-mêmes filment la scène. C'est celui-là avec la lumière allumée. Regardez, ils sont là. Allons-y, allons-y. L'hélicoptère se pose devant l'avion pour l'empêcher de décoller. Son projecteur est braqué sur le cockpit pour aveugler le pilote. Ce Falcon 50, capable de traverser l'Atlantique, était sur le point de s'envoler. Les policiers doivent insister pour que l'équipage coupe les moteurs et ouvre la porte. Un premier homme descend. Il porte un uniforme de pilote. Puis un autre, habillé en civil. Et enfin, deux autres pilotes. Les policiers leur demandent de s'identifier. Quel est votre nom? Odus. Vous venez d'où? France. France? Your name? Pascal Forêt from France. France? Your name, sir? Alain Castani from France. France as well? Nicolas Pisapia from France. Qui sont ces hommes? Comment sont-ils arrivés là? 3 pilotes, un passager, tous français. Et dans la cabine de l'avion, des valises, des tas de valises, posées à même les banquettes, toutes pleines à craquer de cocaïne. Au total, 26 bagages multicolores. Le lendemain, la police dominicaine est fière d'aligner sa prise. 680 kilos de cocaïne, en provenance du cartel de Cali en Colombie, destiné au marché européen. Prix de revente estimé, 20 millions d'euros. Une bataille de gagnée sur cette île paradisiaque gangrénée par la drogue. La République dominicaine, au cœur des Caraïbes, est d'abord connue pour ses plages et son soleil. La destination est très prisée des touristes français. Mais derrière cette douceur de vivre, les narcotrafiquants colombiens ou vénézuéliens ont transformé cette île en plaque tournante pour inonder le marché américain et européen. Deux semaines après l'arrestation des Français, les 4 hommes vont comparaître une première fois au tribunal. Cette audience clé, nous avons le droit de la filmer. Ici, l'affaire a fait du bruit, le public est venu nombreux. La fouille est obligatoire, car en République dominicaine, posséder une arme est presque banal. Menottés, les 4 hommes sont particulièrement surveillés. Ils risquent gros dans ce pays, où les peines pour trafic de drogue sont bien plus lourdes qu'en France. Mais ils ne sont pas seuls à comparaître. Avec eux, une quarantaine de Dominicains impliqués dans la même affaire. Des militaires, des policiers spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, soupçonnés d'avoir été corrompus. Les suspects sont un peu chez eux et saluent ouvertement leurs anciens collègues. Je déclare ouverte la séance du 3 avril. L'audience ce jour-là ne porte pas sur le fond de l'affaire, mais le juge doit décider s'il maintient en détention provisoire les pilotes et le passager. Le président fait l'appel des prévenus. Les Français vont avoir la parole. Pascal Jean Forêt. Vous voulez faire la déclaration? Oui. Si, quiere declarar. Je suis pilote de ligne.
Je suis venu à Punta Cana faire le vol que ma compagnie m'avait ordonné de faire. Je n'avais aucune connaissance de ce que contenaient les bagages du passager. Je n'ai fait que mon travail et je suis innocent. Cette ligne de défense, c'est celle que suivra aussi son collègue. Bonsoir, votre honneur. J'ai 53 ans. Je suis pilote de ligne aussi. Et je suis venu ici pour faire mon travail, venir chercher un passager. Et je suis innocent. Alain Paul. Bonjour, votre honneur. Je suis aussi pilote de ligne. Je suis venu accompagner en équipage renforcé les deux autres pilotes, compte tenu de la longueur du vol. Je confirme, comme les deux autres pilotes, que je suis innocent. Puis la parole est donnée aux passagers VIP de l'avion. Quatre hommes, en apparence au-dessus de tout soupçon. Bruno Odos, 53 ans à droite, et Pascal Forest, 53 ans également, sont employés par une petite compagnie aérienne lyonnaise. Tous deux sont d'anciens pilotes de chasse de l'aéronavale. Voici Pascal Forest en 1994. Ils se sont reconvertis dans l'aviation d'affaires pour des groupes privés et des personnalités. Mariés, pères de famille, ils sont réputés intègres. Le profil du troisième homme, Alain Castagny, 67 ans, est plus surprenant. C'est un ancien assureur qui dit être le troisième pilote, mais il n'est pas salarié de la compagnie. Très connu dans le monde de l'aviation privée, c'est lui qui a amené le client VIP. Nicolas Pisapia, 37 ans. Lui est un ancien marin-pompier de Marseille, installé en Roumanie, où il a investi dans l'immobilier. Dans cette salle trop petite et surchauffée, le substitut du procureur prend la parole. Ces pilotes français et ce passager VIP s'exposent à 20 ans, 30 ans de prison. On ne peut pas leur dire « vous pouvez partir et vous reviendrez ». Nous savons tous qu'ils ne se représenteront jamais s'ils sont convoqués. C'est pour ça que l'on demande la prison. Vient le tour des avocats des Français. L'un d'eux tente de faire annuler la procédure en prétendant que les pilotes n'avaient pas d'interprète au moment de leur arrestation. Cet acte de flagrant délit est nul parce qu'il viole la Constitution de la République et il viole les droits de mon client. La séance est suspendue. Les Français consultent leurs avocats en présence d'une représentante du consulat. Ils sont inquiets, mais acceptent de répondre à quelques questions. Pour que ce soit clair, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec ce trafic de drogue? On n'a rien à voir. Nous, on est pilote, on a monté une petite compagnie. Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus. Et là, tout a été foutu en l'air sur un vol malheureux. On se demande ce qu'on fait là depuis le départ. Notre compagnie nous a envoyés là pour faire une rotation. Ça s'est mal passé, comme tout le monde le sait maintenant. Après, nous, on est pilote, c'est notre métier de transporter des gens et des bagages. Par contre, c'est pas le métier de savoir s'il y a dedans. Vous n'êtes pas posé de questions quand vous avez vu autant de bagages pour une personne? Alors, on aurait pu s'en poser, mais vous savez, dans le transport, aviation d'affaires, il y a tellement de choses qui se passent. Les gens, on leur demande jamais. De temps en temps, ils viennent avec un bagage, de temps en temps, ils viennent avec 10. C'est une règle. Les pilotes ne posent pas de questions aux gens qui utilisent des avions d'affaires. Votre question n'est pas idiote. Vous êtes donc le passager. Quel était l'objet de ce voyage? Juste venir ici en visite, c'est tout. En visite, c'est-à-dire D'accord. Après, avec mes avocats, si vous voulez, on discutera. Il n'en dira pas beaucoup plus, mais son avocat plaidera qu'il n'a embarqué qu'avec un seul bagage et que les 26 valises ne lui appartiennent pas. Il est presque 1h du matin. Le président va rendre sa décision.
Il s'agit d'un cas grave, très grave, qui met en cause la sécurité juridique de l'État. Nous acceptons la demande du ministère public et nous leur imposons la détention provisoire pour une période d'1 an. Les Français sont sous le choc. Réaction, monsieur. Ils décideront de faire appel. Le juge envoie également en prison la majorité des policiers et militaires mis en cause. Un bus emmène tous les prévenus vers la prison d'Higüey, à 20 km de là. Comment les 4 Français se sont-ils retrouvés dans cette histoire? L'enquête de la justice dominicaine a commencé il y a 7 mois. Elle est dirigée par le procureur général adjoint Carlos Castillo Diaz, spécialisé dans la lutte contre la drogue. L'affaire est partie d'une information sur un important trafic à destination de l'Europe, passant par les aéroports dominicains. Les enquêteurs ont réussi à infiltrer 6 agents qui ont suivi au jour le jour l'activité du réseau. On a laissé ces trafiquants faire des transferts de drogue à 3 occasions. On attendait qu'ils se décident à faire un chargement volumineux, qui soit exploitable pour nous. Comme ça, on pouvait interpeller ce réseau et on avait suffisamment de preuves. Ils sont accusés non seulement pour ce dernier chargement dans lequel apparaissent les citoyens français, ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit, mais aussi pour d'autres chargements, des chargements qu'ils avaient faits vers l'Europe. Pour cela aussi, ils seront jugés et poursuivis. Les enquêteurs commencent à reconstituer les faits. Nicolas Pisapia est arrivé à Punta Cana le 17 mars par un vol régulier en provenance de Bucarest. Le Falcon 50 a lui atterri 2 jours plus tard en provenance du Bourget. Les 4 hommes se retrouvent le lendemain ici, quelques heures avant le décollage prévu, dans l'espace VIP de l'aéroport où sont traités les vols privés. Les 26 valises n'auraient pas transité par le circuit normal et n'auraient subi aucun contrôle. À la nuit tombée, vers 19 h, elles auraient été apportées en 4x4 par les trafiquants, passées à travers ce grillage, situé à proximité des pistes, puis embarquées dans l'avion. Au-delà de l'arrestation des Français, ce qui passionne le pays dans cette affaire, c'est l'implication des hommes de la Direction nationale antidrogue. À la fois héros et ripoux, une dizaine d'entre eux est mise en cause dans l'affaire du jet privé. Cette unité est composée de 2000 hommes, en majorité des militaires. Tous les matins, levée des couleurs et hymne patriotique pour un combat élevé au rang de cause nationale. L'homme qui dirige cette unité arrive dans cette voiture, suivi de près par ses gardes du corps. Ici, la lutte contre la drogue est une guerre qui se règle à coups de fusils mitrailleurs. Le bureau du général Rolando Rosado Matteo a des allures de bunker. Rideaux et volets fermés, aucune ouverture vers l'extérieur. Sa tête est mise à prix par les trafiquants. 600 000 €. Le niveau de corruption dans son unité est tel qu'il a dirigé lui-même l'opération contre le jet privé, arme à la main. Pour éviter les fuites, et parce qu'il se méfie de tout le monde, le général n'avait informé qu'une poignée d'hommes.
4 personnes étaient au courant. Il y avait le président de la République, le procureur général et les 2 généraux qui travaillent ici. Personne d'autre. Parce qu'on savait que les trafiquants contrôlaient tous les officiers qui étaient de garde ce soir-là à l'aéroport de Punta Cana. Pour vous donner une idée de l'argent que les narcotrafiquants ont payé, cela représente 1 256 000 dollars. Oui, 1 256 000 dollars pour pouvoir faire partir l'avion chargé de cocaïne. Avec cet argent, les trafiquants payaient les maîtres chiens de la Direction nationale antidrogue pour qu'ils éloignent leurs chiens quand ils sentaient la cocaïne, pour que le personnel de la douane ne vérifie rien. Le personnel qui maniait les caméras de surveillance était payé pour éteindre les caméras quand les trafiquants effectuaient leurs opérations. Moi-même, ils me surveillaient. Si je me déplaçais dans ma voiture, ils le savaient tout de suite. Cette opération anticorruption majeure a-t-elle changé la donne? Pour essayer de déstabiliser les trafiquants, les autorités dominicaines ont une arme. Elles saisissent leurs biens. À l'abri des regards, il est entreposé comme un trophée, une prise de guerre. Le jet privé qui transportait la cocaïne. Ce Falcon 50 est la propriété de l'entrepreneur Alain Flelou, qui se dit totalement étranger à cette affaire. Pour ce voyage, l'avion était loué à une compagnie lyonnaise. La justice dominicaine menace de ne pas le rendre à son propriétaire. Sa valeur, 1,5 million d'euros minimum. S'il n'avait pas été stoppé, cet avion aurait dû atterrir à Saint-Tropez, sur ce petit aéroport discret. C'est là que la drogue aurait dû être livrée. Le 20 mars, il était d'ailleurs attendu par les gendarmes et les douaniers, qui enquêtaient eux aussi sur le déplacement du Falcon 50. Selon nos informations, l'enquête française a permis d'identifier un premier suspect, le financier présumé du voyage. Il s'appelle Franck Collin. Ce Français installé à Bucarest est marié à une créatrice de mode roumaine. Ex-garde du corps de célébrité, figure de la jet-set, il a fait fortune dans le BTP en Roumanie. Interpellé le 2 avril à Paris, il a été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placé en détention. À 7000 km de Paris, les 4 Français ont été incarcérés dans cette prison de haute sécurité. Après un mois d'isolement, ils iront rejoindre le quartier européen de la prison. 54 personnes y sont actuellement détenues, toutes ou presque, pour trafic de drogue. Au creux d'une vallée encaissée, le petit aéroport de Saint-Tropez. Discret, réservé aux hommes d'affaires et personnalités qui viennent en villégiature sur la Côte d'Azur. Depuis quelques mois, cet aéroport est au cœur d'une enquête sur un trafic international de cocaïne. Une affaire hors norme, dans laquelle se croisent un célèbre homme d'affaires, un videur de boîte de nuit français qui a fait fortune en Roumanie, et le patron d'une compagnie d'aviation privée. L'histoire commence le 21 mars dernier, aéroport de Punta Cana, en République dominicaine. Je suis là avec la lumière allumée. Regardez, ils sont là. Allons-y, allons-y. L'unité antidrogue dominicaine intercepte un jet privé sur le point de décoller vers Saint-Tropez. À bord, 4 Français. Les 2 pilotes, membres d'une compagnie d'aviation d'affaires française. France. Your name? Pascal Fauré, from France. France. Your name, Mais aussi sir? un homme qui se dit pilote From France. France as well? et le passager de l'avion. Nicolas Pisapia, from France. Dans la cabine, des valises, plein de valises, posées à même les banquettes. Toutes remplies à craquer de cocaïne.
Au total, 26 bagages multicolores. La police dominicaine est fière d'aligner sa prise. 680 kilos de cocaïne qui devait atterrir à Saint-Tropez. Prix de vente estimé, 20 millions d'euros. À l'époque, nous avions eu l'autorisation exceptionnelle de filmer la première comparution de ces 4 hommes au tribunal. Je déclare ouverte la séance du 3 avril. Les 2 pilotes, Bruno Odos et Pascal Forêt, sont d'anciens pilotes de chasse. Ils ont bonne réputation. Ils assurent qu'ils ne savaient pas ce que contenaient les valises. Vous voulez faire la déclaration? Oui, je suis pilote de ligne. Je n'ai fait que mon travail et je suis innocent. Celui qui se présente comme 3e pilote, Alain Castagny, est un ancien assureur. Lui aussi se dit innocent. Sur ce vol, il a joué le rôle d'intermédiaire. C'est lui qui a présenté à la compagnie le client du vol, Nicolas Pisapia. Ce Français résidant en Roumanie a du mal à justifier sa présence. Juste venir ici en visite, c'est tout. En visite, c'est-à-dire D'accord. Après, avec mes avocats, si vous voulez, on discutera. D'accord. Alain Castagny et Nicolas Pisapia mettent en cause un autre Français. Franck Collin, 42 ans. C'est lui qui aurait organisé le voyage. Cet homme d'affaires vit entre la France et la Roumanie. Il sera arrêté à Paris quelques jours plus tard. L'avion, lui, est saisi par la police dominicaine et exhibé comme un trophée dans un aéroport militaire. L'affaire fait grand bruit, car le propriétaire du jet est un célèbre homme d'affaires français, Alain Flelou. Depuis son bureau à Londres, où il vit désormais, le lunetier français, qui se dit totalement étranger à ce trafic, sort pour la première fois de son silence. Je suis victime médiatique. C'est quand même, c'est pas agréable d'avoir son nom associé à ce genre de problème. Et quand on voit le premier jour dans un grand quotidien du dimanche, marqué 700 kilos de drogue saisie dans l'avion d'Alain Flelou, même si je sais, moi, que j'y suis pour rien, c'est une décharge dans l'estomac, quoi. Aujourd'hui, je me sens sali, oui. J'ai été trompé. J'ai été trompé parce que mon avion n'aurait jamais dû servir à ces choses-là. Quand il ne l'utilisait pas, Alain Flelou louait son jet à la compagnie aérienne Aerojet Corporate, aussi nommée SNTHS, basée près de Lyon. C'est le patron de cette compagnie, Pierre-Marc Dreyfus, qui l'informe que son avion a été saisi. Je reçois un coup de fil de Pierre-Marc à 7h, 8h matin. Un coup de fil affolé, je comprenais rien. J'ai rappelé, il me dit oui, ils ont pris les pilotes, ils sont sautés dessus, quand ils sont à l'aéroport, ils ont trouvé l'avion chargé, mes pilotes n'y sont pour rien, l'avion est là-bas, il y a un foutoir terrible, je sais pas ce qui se passe. On est pris en otage, J'ai dit, mais de quoi vous me parlez? Alain Flelou lui demande alors ce que son avion faisait là-bas. Moi, j'apprends cela, je pose la question, on me dit ils allaient bosser. Il y avait un programme immobilier. Bon, enfin, une grande nébuleuse. Enfin, à mes yeux, c'était pas clair. Et j'ai dit à Pierre-Marc, mais c'est pas clair cette histoire. Il dit non, je vous promets, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de louche. Alain Flelou demande alors le carnet de vol. Il se rend compte que son avion a effectué non pas un, mais 3 trajets entre l'Amérique latine et Saint-Tropez, avec le même équipage, le même passager, en l'espace de 4 mois. Les policiers français et dominicains ont reconstitué le déroulement exact du premier vol. Le 9 décembre 2012, sur l'aéroport de Saint-Tropez, vers 13h, le Falcon 50 d'Alain Flelou, semblable à celui-ci, se pose en provenance de République dominicaine. À l'intérieur, les 2 pilotes, Bruno Odos et Pascal Forêt, et le même passager que dans l'avion qui serait intercepté à Punta Cana 3 mois plus tard. Et déjà, beaucoup de valises, une dizaine au total. Sur place, un comité d'accueil. Un fourgon de ce type,
Puis un second véhicule franchisse la grille et s'avance sur le tarmac. Les valises sont évacuées de l'aéroport en toute discrétion. Quel est leur contenu? S'agit-il de drogue? Aucune vérification n'est menée. Selon Pierre Fourque, directeur de l'aéroport, les agents des douanes ne sont pas tout le temps présents ici. C'est même assez irrégulier. Tous les soirs, on envoie systématiquement le mouvement qui est prévu pour le lendemain et c'est les autorités de tutelle qui décident s'ils viennent ou pas contrôler les avions. Ce 9 décembre, aucun douanier n'était présent pour contrôler le contenu des bagages. La compagnie aérienne est-elle complice de ce trafic? Sert-elle de taxi volant pour transporter de la cocaïne? Les enquêteurs épluchent alors l'ensemble des vols effectués par la compagnie et identifient d'autres trajets suspects. Laurent Chapuis a travaillé 6 ans pour la compagnie SNTHS. Il est aujourd'hui le pilote d'Alain Flelou. Fait rare dans un monde réputé discret, il a accepté de témoigner. En décembre dernier, 3 jours après l'arrivée du Falcon 50 à Saint-Tropez, il a été chargé d'un autre vol entre le Bourget et la Belgique. Un passager seul, 6 grosses valises et d'autres éléments qui l'ont surpris. Quand vous avez pris ce passager, les bagages étaient déjà dans l'avion? Et ça, est-ce que c'est courant? C'est un point qui m'a étonné. Ce qu'est la procédure habituelle? En règle générale, nous accueillons le passager, il arrive avec ses bagages. Donc nous voyons en règle générale effectivement le circuit de sécurité. Est-ce que vous aviez une consigne particulière sur ce vol? Alors la consigne justement, c'est ça, c'est aussi ce qui a amené ce qui était louche. Quand on fait un vol, il se peut que pour des raisons techniques ou météorologiques, on ne puisse pas aller rejoindre le terrain de destination. Dans ce cas, c'est l'équipage qui choisit le terrain de secours, le terrain de dégagement. Là, la consigne, c'était, si on ne pouvait pas se poser sur ce terrain, c'était de revenir au Bourget. Je pense que c'était quelque part une façon pour eux d'avoir la mainmise sur la marchandise. A posteriori, c'est comme ça que je vois les choses. Un vol de 35 minutes du Bourget jusqu'à Saint-Tron, en Belgique. Sur ce petit aéroport secondaire, discret comme celui de Saint-Tropez. Une ancienne base militaire reconvertie en aéroclub privé. À son retour à Paris, le pilote demande des explications. J'en ai référé à ma direction. J'ai pas eu de réponse. En tout état de cause, plusieurs personnes ont attiré l'attention sur, il n'y a pas eu de réponse. Sur quoi? Sur ces vols louches. Voilà. À une femme pilote qui avait effectué le même vol 2 ans plus tôt, le patron de la compagnie aurait répondu qu'elle n'était pas là pour s'occuper du contenu des valises. Laurent Chapuis, lui, regrette de ne pas avoir alerté la police à l'époque. Mi-septembre, le patron de la compagnie aérienne et son associé sont mis en examen et écroués pour trafic de stupéfiants et blanchiment. Selon son avocat, qui n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien, Pierre-Marc Dreyfus nie tout lien avec le trafic de drogue et conteste avoir eu connaissance de vols suspects. Alain Flelou a lui le sentiment d'avoir été trahi par un homme qu'il côtoie depuis 10 ans. Moi, j'en veux à Pierre-Marc d'avoir utilisé mon avion. Oui. S'il a fauté, je lui en veux vraiment énormément. Quand on arrête des gens qui font passer 700 kilos de drogue, je répète, c'est pas qui l'a fait passer. Je sais que c'est mon avion qui devait servir de véhicule. Je pense qu'il faut être d'une sévérité absolue. Voilà. Les dirigeants de cette compagnie ont-ils pu être trompés par le commanditaire présumé des vols, Franck Collin? Les enquêteurs ont découvert que ce dernier aurait payé une partie des factures en liquide, environ 100 000 € par trajet. Ils ont exploré la personnalité de Franck Collin, inconnu jusqu'alors des services de lutte antidrogue. Ils ont voulu comprendre l'origine de sa fortune. L'homme vit à Bucarest depuis le début des années 2000. Originaire du Var, ancien portier de boîte de nuit et garde du corps, il se lance dans les affaires en s'associant à un ami, fils d'un grand industriel français.
et il va faire fortune. Nous sommes allés sur les traces de Franck Collin. En Roumanie, il a ouvert une dizaine de sociétés. Devant les enquêteurs, il a déclaré posséder des parts dans le Trust Advisory Group, qui aurait son siège à cette adresse, à Bucarest. Sur place, surprise, nous sommes au beau milieu d'une cité populaire de la capitale roumaine. À l'adresse indiquée, un banal appartement. Pas de réponse. La voisine n'en sait pas plus. Le Trust Advisory Group, ça vous dit quelque chose? Non. Il y avait une société ici? Non, non, c'était des étudiants qui habitaient là. Non, c'était pas une société. Peut-être qu'ils ont utilisé l'adresse, la boîte aux lettres, mais ici, ça n'était pas une société. Selon ses proches, Franck Collin aurait fait fortune en achetant et revendant des terrains en Roumanie. Difficile d'en trouver confirmation. Toutes les adresses mènent à de simples boîtes aux lettres. Une autre société aurait son siège ici, dans ce centre commercial, à un numéro qui n'existe pas. Et plus intriguant, depuis plusieurs années, les entreprises de Franck Collin ne réalisent aucun profit. Pourtant, l'homme a un train de vie confortable. Il a d'abord habité cette grande avenue, l'équivalent des Champs-Élysées à Bucarest. Puis ce sera dans cet immeuble, avec gardiennage privé. Il fréquente la bonne société roumaine. Il aime se montrer et flamber. Au cours d'une soirée, Franck Collin rencontre Maria Marinescu, un ancien mannequin, coqueluche des journaux People roumains. Leur mariage va passionner la presse. L'un des invités n'est autre qu'Ili Nastase, ancienne gloire du tennis roumain. Cristi Brancu est le présentateur vedette d'Agence VIP, l'émission People la plus regardée en Roumanie. Il connaît très bien le couple. Maria fait partie du milieu mondain depuis qu'elle est toute petite. Et Franck y est entré avec son aide, mais aussi parce qu'il a montré qu'il avait de l'argent. Ils sont entrés dans un monde très bien, le plus raffiné des mondes. Ils ont rencontré des personnes qui comptent dans le domaine du divertissement, des affaires, de l'industrie. Ici, Maria et Franck sont vraiment des vedettes. Sur Internet, on trouve encore des reportages des chaînes roumaines montrant Franck et Maria en parents attentionnés avec leur petit garçon. Mais s'il expose sa vie de famille, l'homme d'affaires reste mystérieux. On sait qu'il a certaines affaires, des propriétés et des sociétés en Roumanie qui lui rapportent des revenus certains. Mais on n'a jamais su quelles étaient ces entreprises. Personne n'a eu la curiosité de le lui demander. Quand il est à Paris, Franck Collin fréquente les hôtels de luxe, voyage sans arrêt et brasse beaucoup d'argent, souvent en liquide. Les enquêteurs retrouvent sa trace à l'aéroport de Saint-Tropez, en décembre dernier, le jour où atterrit le jet d'Alain Flelou. Avec lui sur le tarmac, un douanier. Il est en dehors de sa zone de service. Il est soupçonné de l'avoir aidé à transférer les valises. Fin avril, ce douanier, un ami de Franck Collin, est interpellé chez lui, près de Toulon. Les policiers découvrent une dizaine d'enveloppes contenant plus de 30 000 € en liquide. Il est placé en détention. Quant à Franck Collin, ses avocats ont refusé de nous parler. L'homme assure avoir ignoré le contenu des valises. Il aurait simplement voulu rendre service à des amis qui cherchaient un avion privé. Sa fortune, il prétend l'avoir bâtie dans l'immobilier et dans les montres de luxe. Malgré de multiples demandes de remise en liberté, les 4 Français interpellés en République dominicaine restent incarcérés. L'avion d'Alain Flelou, acheté 9 millions €, est lui toujours détenu par la République dominicaine.
en dépit des protestations du lunetier français, elle entend bien le garder. Sur la plage de Punta Cana, en République dominicaine, Nicolas Pisapia, 40 ans, a des allures d'estivant comme les autres. Pourtant, ce Français n'est là ni pour le sable blanc, ni pour la mer turquoise. Ça peut paraître paradisiaque aux touristes qui viennent ici en vacances. Je ne suis pas en vacances, malheureusement. Donc, c'est pas le paradis pour moi. Ancien pompier reconverti dans l'immobilier en Roumanie, il dit être venu ici en voyage d'affaires il y a 2 ans, quand il s'est retrouvé accusé de trafic de cocaïne vers la France. Depuis, son passeport lui a été retiré. Il vit désormais de petits boulots dans ce coin de paradis où il s'est fait des amis, comme Luis, un commerçant. Comment tu te sens ici, loin de chez toi? Tout ce bazar là autour de toi? Loin de ta famille, de ton fils, de tes parents? Sí, porque estamos solos, yo soy solo. Pero con tiempo se va a resolver eso. La verdad. Maintenant, on a la même couleur de peau. Yo soy de color lo mismo. Yo soy dominicano. Nicolas est quelqu'un de bien. C'est un ami à moi ici. J'espère qu'il se sortira de cette énorme blague qu'est cette affaire. C'est un scandale. Nicolas Pisapia n'est pas le seul mis en cause dans ce trafic qui a défrayé la chronique en France et en République dominicaine. C'était il y a 2 ans, le 19 mars 2013, sur l'aéroport de Punta Cana. Les forces antidrogue dominicaines prennent d'assaut ce jet, un Falcon 50, sur le point de décoller pour Saint-Tropez. À l'intérieur, 4 Français, 3 membres d'équipage et Nicolas Pisapia, passager de l'avion. Dans la cabine et dans les soutes, 26 valises remplies de cocaïne. Elles auraient été acheminées à travers ce grillage, cisaillé en bordure de piste. Au total, 682 kilos. Prix à la revente, 20 millions d'euros. Les 4 Français affirment que ces valises ne leur appartiennent pas et qu'aucun d'entre eux ne les a chargées dans l'avion. Après 1 an de détention, ils ont été remis en liberté. Mais depuis, ils restent bloqués en République dominicaine dans l'attente de leur jugement. L'un des 3 membres d'équipage s'est installé dans la capitale, Saint-Domingue. Alain Castagny, 69 ans, ne travaille pas depuis qu'il a retrouvé la liberté. Il loue cet appartement grâce à l'argent que lui envoie sa famille depuis la France. Avec la vue sur la mer, ça me change un peu de la prison. C'est la première fois qu'il s'exprime sur l'affaire. Alain Castagny a particulièrement mal vécu sa détention dans les locaux de la police antidrogue. C'est là où on a été incarcéré pendant les 15 premiers jours. Et là, c'est vrai que ça ressemblait un peu à Midnight Express, quoi. La dureté des gardiens, les locaux, le manque de repas, le manque de sanitaire, manque de fenêtres. Très dur. Ancien assureur, né à Perpignan, Alain Castagny est un baroudeur qui a commencé à piloter dès les années 60. C'est pas mal hein, cette photo. On avait atterri à côté de ce village qui s'appelle Zagora, là, qui est dans le sud marocain. Et comme on ne voulait pas laisser l'avion dehors, j'ai roulé jusqu'au village, j'ai traversé le village et je suis allé me parquer dans le parking de l'hôtel. Il se spécialise dans l'aviation privée, comme pilote et comme apporteur d'affaires. Officiellement, c'est en tant que membre d'équipage qu'il était à bord du jet. Au cours de sa carrière, il côtoie des personnalités sur lesquelles il reste discret. On le voit ici aux manettes de l'avion privé d'une grande maison de haute couture. Un profil a priori respectable, tout comme celui des 2 autres pilotes. Avant leur interpellation, Bruno Odos à droite et Pascal Forêt travaillaient depuis une quinzaine d'années dans l'aviation civile. Ce sont d'anciens militaires de l'aéronavale et de l'armée de l'air,
habilité très secret défense pour transporter la bombe nucléaire. Ils n'en reviennent toujours pas de se retrouver dans cette situation. On avait un passé qui était traçable, qu'on avait quand même fait l'objet d'enquêtes préalables avant de pouvoir avoir cette accréditation-là. Ça ne correspond pas bien avec le profil du narcotrafiquant, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Moi j'avais un CDI, un plein temps d'aviation, maintenant j'ai un CDI de plein temps d'accusé. Donc il faut s'adapter. Mais sur une échelle de 0 à 10, ce qui arrive ici, qui m'arrive personnellement, on n'est pas loin du 9,5, quoi. Voilà, dans l'échelle du malheur ou du... Voilà. Ces 2 pilotes et les 2 autres Français risquent jusqu'à 20 ans de prison. Leur procès a commencé il y a 1 mois. Il s'étale sur plusieurs semaines. Chaque fois qu'il est convoqué, Alain Castagny rejoint le tribunal en taxi. Une quasi-routine. Depuis son arrestation, il comptabilise le nombre d'audiences auxquelles il a dû assister. Aujourd'hui, c'est la 31e. Et le programme en prévoit 45. Donc, nous en avons 15 autres, y compris celle d'aujourd'hui. C'est exténuant. Nous n'avons toujours pas été interrogés. Et d'ailleurs, le verdict va se produire sans que nous ayons jamais été interrogés. Jamais. Il s'agit d'une spécificité de la procédure locale. Les mis en cause ne sont interrogés ni pendant l'enquête, ni à l'audience. Seuls leurs avocats sont censés s'exprimer. À l'intérieur de la salle d'audience, chacun a pris ses habitudes. Alain Castagny part s'asseoir au milieu de ses 2 avocats dominicains. Nicolas Pisapia, le passager, lui joue les bons élèves, systématiquement au premier rang, où il note tout sur un petit carnet, en particulier ses réflexions. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Que s'est-il passé? Bruno Odos et Pascal Forêt bénéficient en permanence des services d'une interprète, ici en rouge, car ils ne parlent pas espagnol. Derrière eux, 7 autres accusés, des officiers locaux soupçonnés de corruption dans cette affaire. Le tout se passe sous l'œil attentif d'un conseiller de l'ambassade de France qui s'assure du bon déroulement des débats. Ce jour-là, c'est le numéro 2 de la police antidrogue qui est interrogé. Depuis 6 mois, il enquêtait au cœur de l'aéroport de Punta Cana sur un réseau de trafiquants de drogue qui l'a conduit à s'intéresser à l'avion des Français. Il s'agit de l'avion Falcon 50 dont nous voyons le matricule, dans lequel nous sommes intervenus. L'équipage était composé des 4 Français qui sont à ce procès. Selon les investigations menées à Saint-Domingue, mais surtout en France, le Falcon aurait été affrété pour 110 000 € par un 5e homme, un businessman français vivant en Roumanie, Franck Collin. Même s'il nie être le commanditaire de la cocaïne saisie, il a été incarcéré. Poursuivi pour trafic de stupéfiants, il devrait être jugé en France. Franck Collin est un ami du passager, Nicolas Pisapia. Ce dernier aurait transporté les valises à sa demande. En tant qu'apporteur d'affaires, Alain Castagny aurait quant à lui présenté Franck Collin à la compagnie aérienne qui emploie les 2 pilotes. Ces hommes sont-ils complices d'un réseau de trafic de cocaïne? Étaient-ils au courant du contenu des valises? Selon le patron de la police dominicaine, un des hommes clés de l'audience, les circonstances de leur arrestation laissent peu de place au doute. Pour lui, il s'agit d'un flagrant délit, image à l'appui. Un des pilotes était de ce côté et l'autre ici. Ce sont les 2 messieurs qui sont là. Monsieur Castagny était un peu plus loin, là. Monsieur Pisapia était assis ici. À côté de lui et à l'arrière, c'est-à-dire au niveau des hublots, ici, ces places étaient remplies de valises qui contenaient la drogue.
Environ 15-20 valises. Tout a été photographié et filmé. Cette vidéo de l'interception de l'avion sur laquelle s'appuie la justice dominicaine, nous avons proposé aux 2 pilotes français de la revoir. Selon eux, les bagages auraient été déplacés volontairement après l'interpellation. On voit 2 valises. La rouge, c'est la mienne, et juste devant la noire, c'est celle de Bruno. Ça, ici, c'est un... Je crois que c'est un gâteau. Ici, il doit y avoir du pain, des machins comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que c'était pas comme ça. Voilà. Je ne sais pas qui a pris cette séquence, qui a filmé cette séquence, à quel moment ça a été fait, mais c'est pas immédiatement après l'arrestation, c'est plusieurs heures après, et ça ne correspond pas à ce que c'est. Ça, je peux dire. Les policiers ont-ils soigné la mise en scène pour que la photo soit plus belle pour les médias? Ce qui est sûr, c'est que les 2 pilotes ne se sont pas étonnés du grand nombre de bagages de leur unique passager. On a emmené des gens, pour ma part, pendant des semaines ou une semaine de rotation, ils partaient avec rien. Et puis pour faire un Paris-Bordeaux, la personne, elle vous remplit l'avion. Enfin, il n'y a pas de règle. Alors évidemment, vu comme ça, sur un éclairage, un spot du moment, on se dit, oulala, c'est pas possible de passer à travers ça, c'est forcément très goûteux. Or, ça l'est pas. Les 2 pilotes rappellent surtout que contrôler le contenu des valises d'un passager n'entre pas dans leurs prérogatives. Est-ce que vous imaginez une seconde que moi, je puisse aller fouiller quelqu'un? Je vois, il y a quelqu'un qui arrive à mon avion et je dis, ah, bougez pas, levez les bras, je vais vous fouiller. C'est à peu près c'est aussi invasif que d'aller fouiller les bagages. C'est pas notre rôle et surtout, il ne faut pas qu'on prenne ce rôle-là. C'est pas du tout notre rôle. Le général Rosado Matteo a mené toute l'enquête dominicaine. Déchargé de ses fonctions depuis 1 an, il a accepté de nous rencontrer. Selon lui, les pilotes ne pouvaient ignorer ce qu'ils transportaient. Mais il explique qu'ils auraient joué un rôle secondaire par rapport aux 2 autres Français. Castagni est une sorte de coordinateur. Il fait partie de cette structure criminelle française. Même s'il apparaît comme un technicien de vol, en réalité, en plus de sa fonction dans l'avion, il avait aussi le rôle de superviseur de l'opération. Pisapia était une sorte d'écran, un passager VIP qui justifiait le voyage en République dominicaine. Alain Castagni nie catégoriquement tout rôle dans le réseau. Le seul tort qu'il reconnaît, ne pas avoir été plus curieux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir commis une erreur? Ah oui, oui. Oui. Mais manque d'attention. Ah oui. Manque d'attention. Pas beaucoup, mais manque d'attention. Mais c'est-à-dire que, je sais pas si on peut parler de naïveté, j'en sais rien, mais... Enfin, moi, personnellement, je pense que les autres pilotes aussi, hein, on était tellement loin d'imaginer qu'on allait nous faire un coup pareil, mais tellement loin, ça ne nous a pas traversé l'esprit, quoi. Un coup monté, mais par qui? Par le commanditaire présumé, Franck Collin? Nicolas Pisapia, le passager, ami de Franck Collin, émet lui une autre hypothèse. Ces valises n'ont jamais été enregistrées, n'appartiennent à personne. Je ne savais pas que ces valises étaient là et personne ne savait ce qu'il y avait dans ces valises. Ce sont encore des valises qui ont été montrées, rapportées par les autorités. Vous avez le sentiment de quoi? D'avoir été piégé? Peut-être, oui, c'est ce qu'on essaye de découvrir aujourd'hui. Une manipulation des autorités? La justice dominicaine balaie l'accusation. Le procureur chargé du dossier assure même que les Français n'en étaient pas à leur coup d'essai. Il y a des preuves, et nous les détenons, que ces pilotes, pas M. Castagni, mais messieurs Odos et Forêt, tous les 2 sont venus ici, en décembre 2012, c'est-à-dire 3-4 mois avant l'opération du 19 mars. Ils ont été ici, dans ce pays, dans un autre aéroport, dans le même avion, avec le même passager Nicolas Pisapia. Ils ont emporté 10 valises jusqu'à l'aéroport de la Mole à Saint-Tropez. Comme Nicolas Pisapia,
Les deux pilotes, droits dans leur costume, reconnaissent avoir effectué ce premier voyage. Mais là encore, selon eux, c'était pour affaires et certainement pas pour transporter de la cocaïne. Les 4 Français vont-ils rentrer en France ou retourner derrière les barreaux en République dominicaine? Le verdict est attendu dans les jours qui viennent. Bonjour. Tout va bien aujourd'hui? Alain Castagny, 69 ans, est assigné à résidence en République dominicaine. Il est impliqué dans un vaste trafic de drogue. Renversé par un scooter, il est hospitalisé depuis 3 semaines. Il souffre de fractures ouvertes. Selon ce rapport médical, mais Alain Castagny est persuadé que la justice dominicaine va désormais s'opposer à son retour. Car la semaine dernière, 2 Français impliqués dans la même affaire, eux aussi assignés à résidence, ont pris la fuite. Je trouve que ce qu'ils ont fait, comme je l'ai déjà dit, est irresponsable et déloyal, d'une part, et tout à fait compréhensible de la part des autorités judiciaires dominicaines. On comprend qu'ils soient très énervés ou agacés par cette exfiltration, on va dire, et que c'est le sujet de mon rapatriement est devenu pour le moins secondaire. Un rebondissement rocambolesque dans une affaire qui a commencé il y a plus de 2 ans. 19 mars 2013, sur le tarmac de l'aéroport international de Punta Cana. Les forces antidrogue dominicaines prennent d'assaut ce jet, un Falcon 50, sur le point de décoller pour Saint-Tropez. À son bord, 4 Français. Where are you from? Bruno Odos et Pascal Forêt, les 2 pilotes. France. Your name, sir? Alain Castagny, le 3e membre d'équipage. Nicolas Pisapia, France. Et Nicolas Pisapia, le passager de l'avion. À l'intérieur, sur les sièges et en soute, 26 valises remplies de cocaïne. Les Dominicains exposent fièrement leur saisie, 682 kilos de drogue pure, près de 20 millions d'euros à la revente. Les Français dénoncent une grossière mise en scène et clament leur innocence. Ils sont placés en détention provisoire pendant 15 mois. L'été dernier, ils sont jugés et condamnés le 14 août à la peine maximale. En conséquence de quoi, vous êtes condamné à la peine de 20 ans. Les Français font appel. Dans l'attente d'un nouveau procès, ils sont laissés libres sous contrôle judiciaire. Les 2 pilotes n'ont plus qu'une idée en tête, fuir la République dominicaine. Anciens officiers de l'armée de l'air, ils vont faire appel à leur réseau. 2 hommes se chargent de monter l'opération. Émeric Choprade, eurodéputé du Front National et officier de réserve. Et Christophe Naudin, un expert en sûreté aéronautique, un proche des milieux policiers et militaires. Choprade et Naudin auraient recruté une dizaine d'hommes, tous bénévoles selon eux. On a fait une assistance à personnes en danger, en réalité, par esprit de corps. La plupart de ces personnes, ce sont des marins, des militaires. Et on a été rechercher en fait des soldats qui ont servi la France pendant longtemps. Émeric Choprade connaît bien la République dominicaine. Il a conseillé pendant 5 ans l'ancien président de ce pays. L'élu prend la tête d'une première équipe chargée d'exfiltrer les pilotes. L'opération est baptisée Dîner en ville, car elle commence dans cet hôtel, à Saint-Domingue. Lundi 19 octobre, Émeric Choprade dîne avec les pilotes. Nous partons dans la nuit pour 3 heures de route pour aller embarquer quelque part dans un bateau à moteur assez puissant et faire à peu près 2 heures de mer, nous éloigner le plus possible du rivage pour rejoindre un bateau. Cette première étape se déroule à l'aube.
pour simuler une simple balade en mer. Fréquentée par les narcotrafiquants, la zone est très contrôlée. On surveille de très près une vedette en fait, de la marine dominicaine qui navigue dans la zone. On surveille la possibilité que cette vedette puisse, avec ses moyens radars, etc., alerter d'autres forces dominicaines. Au large, Christophe Naudin et la deuxième équipe attendent les fugitifs à bord d'un voilier. Il s'agit de ce monocoque de 15 mètres, capable de faire le tour du monde. Le Riora a été loué dans les Antilles, auprès de cette société spécialisée, comme nous le confirme son dirigeant, Loïc Bonnet. C'est un de nos agents installé en Bretagne, qui a fait cette réservation. Je crois qu'ils avaient loué le bateau du jour, un bateau de ce type, à cette époque de l'année. On est en basse saison, peut-être de l'ordre de 4 à 5 millions. En fait, ils ont pris ce qu'il y a de plus grand en gamme disponible sans équipage professionnel de chez nous. Selon nos informations, le Riora est barré par une femme, une ancienne militaire engagée pendant 6 ans au sein de la Marine nationale. C'est aussi une sportive de haut niveau, une championne de voile. Elle n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien. À bord du bateau à moteur, Aymeric Choprade et les fugitifs doivent retrouver le voilier à la limite des eaux territoriales dominicaines. On voit tout à coup le point qui apparaît à l'horizon, on est au lever du jour, et puis le point grossit, le point c'est le voilier, et puis enfin il y a la jonction, et là on sent une émotion très forte, bien sûr, des pilotes en particulier. Pascal Fauré et Rémi Odos embarquent sur le Riora, direction l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin. La traversée va durer 3 jours, pendant lesquels les pilotes jouent les touristes. Pêche, repas, vin rouge. Pour Christophe Naudin et les 2 pilotes, toujours la même obsession, ne pas attirer l'attention. On a navigué à peu près à 5 nœuds, donc ça fait 10 km/h. Quand on doit en faire 800, forcément, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est plus discret, c'est plus lent, et puis ça nous permet de passer pour des vacanciers. Après Saint-Martin, les 2 pilotes s'envolent pour la Martinique. Avec quel papier d'identité voyagent-ils ? Alors que leurs passeports, que voici, ont été saisis par la justice dominicaine. Christophe Naudin assure simplement qu'ils n'ont utilisé aucun faux document. Pendant ce temps, Aymeric Choprade est de retour dans l'hôtel de Saint-Domingue où les 2 pilotes résidaient. Son rôle ? Faire diversion. À l'hôtel, on a une mission, c'est faire vivre, continuer à faire vivre les pilotes qui ne sont plus là. Ça veut dire qu'ils ont une chambre qui a leur nom et que normalement, ils sont toujours là. Normalement, leur lit est défait. Normalement, ils commandent à manger, ils prennent des petits déjeuners. Donc nous faisons vivre, nous maintenons l'illusion le plus longtemps possible que les pilotes sont toujours là. L'élu va même jusqu'à publier une photo sur son compte Twitter le mercredi 21 octobre pour faire croire que les pilotes sont toujours avec lui, en République dominicaine. Avec nos pilotes français innocents, ce lundi à Saint-Domingue, volonté sans faille de s'en sortir. À ce moment-là, Bruno Odos et Pascal Fauré sont déjà loin. Le 24 octobre, ils arrivent en France. L'opération aurait coûté 100 000 €. Elle devait rester secrète. Mais quelques jours après son arrivée, Pascal Fauré, l'un des pilotes, choisit de s'expliquer dans le cabinet de son avocat. À partir du moment où on a affaire à une justice qui ne fait pas d'enquête, qui ne nous écoute pas et qui nous condamne à 20 ans pour la seule raison qu'on est français et pas fils de bons chrétiens, je suis désolé, mais mon réflexe, moi, c'est de rentrer dans mon pays où je pourrais m'exprimer devant une justice, clore cette affaire et essayer de reprendre un cours de vie tranquille, normal comme j'avais auparavant, avant que cette catastrophe me tombe sur la tête, à moi, à ma famille et à tout le monde. Selon leur avocat, Pascal Fauré et Bruno Odos fuient la République dominicaine, mais pas la justice française. Ces hommes ne sont pas en fuite, ils sont à la disposition de la justice. Il suffit de leur donner une date pour que nous nous rendions
à la convocation qui sera délivrée. Car en France aussi, une enquête est ouverte depuis plus de 2 ans. La justice s'intéresse à plusieurs vols suspects qui auraient eu lieu avant même l'arrestation des 4 hommes à Saint-Domingue. En décembre 2012, le même Falcon relie la République dominicaine et Saint-Tropez. Aux commandes, les 2 mêmes pilotes. À l'arrière, le même passager. Et déjà 10 mystérieuses valises qui semblent échapper à tout contrôle douanier. La justice française suspecte un trafic de drogue international. Une juge d'instruction pourrait entendre les pilotes dans les prochains jours. En République dominicaine, cette histoire qui passait jusque-là inaperçue passionne désormais les médias. Vendredi, Nicolas Pisapia, le 4e homme, le passager du Falcon, est interrogé par une journaliste star d'une des plus grandes chaînes de télé du pays. C'était dur la prison? Muy difficile. Muy feo. Pisapia pense avoir une carte à jouer. Lui, au moins, n'a pas fui. De quoi peut-être amadouer les juges locaux et rester en liberté. J'ai pas envie de retourner en prison, je ne veux pas retourner en prison. J'ai rien fait pour retourner en prison. J'ai démontré que j'étais là en République dominicaine pour me défendre jusqu'au bout. Le procès en appel est prévu pour le début de l'année 2016. Avec la fuite de leurs compatriotes, les 2 Français craignent une peine encore plus lourde que lors du premier procès.